Merci Monsieur le Président. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier le comité d'organisation de m'avoir invité à cette session plénière. Et sans tarder, donc, je vais commencer un petit peu à faire ma présentation. Donc, le thème de la présentation porte sur les systèmes de transfert d'énergie sans contact par induction dans le domaine automobile. Et je me suis focalisé sur deux parties, c'est le choix topologique et l'exposition au champ magnétique. Donc, comme vient de dire mon collègue Taïeb, donc moi je suis enseignant-chercheur à Centrale Supélec et je suis animateur du thème compatibilité électromagnétique au sein du laboratoire génie électrique et électronique de Paris, que je vais le présenter rapidement parce que suite à des bouleversements ces dernières années, donc ce laboratoire il vient d'être créé et je vais un petit peu parler un petit peu de la création du laboratoire GIP suite à la fusion entre les laboratoires de Supélec, ex-Supélec, et le laboratoire, le ex-LGEP. Après, donc la deuxième partie, ça va porter sur une introduction au système de transfert d'énergie sans contact par induction, avec une approche de modélisation dans le but de choisir une topologie d'un coupleur magnétique qui va servir au transfert d'énergie. Par la suite, je présenterai les travaux qui sont réalisés au laboratoire sur l'exposition au champ magnétique lié à ce type de système. Et à la fin, je vais clôturer par les travaux en cours actuellement au laboratoire sur cette thématique. Donc pour un petit peu, donc, suite à la création de Centrale Supélec, qui a été créée en 2015, suite à la fusion entre Centrale et Supélec, donc il y a eu aussi une autre fusion au niveau des laboratoires de recherche. Il y a eu la création du GIPS, Laboratoire génie électrique et électronique de Paris, qui regroupe trois ex-laboratoires de recherche, le LGEP historiquement, les laboratoires énergie électromagnétique et systèmes électriques de Supélec et le laboratoire L2E de Sorbonne Université ou Université Pierre et Marie Curie. Donc, avec la fusion de ces trois laboratoires, donc, il y a eu, on va dire, la création d'un grand laboratoire avec un fort potentiel dans le domaine de génie électrique sur le plateau de Saclay. Donc, par rapport au positionnement des sites universitaires, site sur le plateau, avec P, les lots super. Donc après, je passe pour vous parler un petit peu des activités de recherche au sein du laboratoire qui peut intéresser donc, certains collègues. Donc le laboratoire il est constitué de trois pôles, pôle électronique, pôle énergie et matériaux, et deux centres d'expertise, un centre d'expertise sur la caractérisation, expérimentation et plateforme, donc c'est plus orienté sur la partie expérimentale, et un autre pôle ou un socle sur la modélisation électromagnétique et multiphysique. Donc au niveau du pôle électronique, c'est plus orienté vers les ondes composants système. L'énergie, c'est plus la partie conversion d'énergie du composant jusqu'au système. Et un troisième pôle sur les physiques et composants. Et à l'intérieur de ces trois pôles, voilà, on retrouve à peu près 12 thèmes de recherche. Donc partant donc, autour de l'énergie, d'une manière générale, donc on retrouve l'électronique de puissance, par exemple les réseaux, les ondes de propagation. Et on retrouve le thème compatibilité électromagnétique qui est sur deux pôles, c'est le pôle électronique et le pôle énergie. Donc au niveau du laboratoire, on est à peu près une centaine d'enseignants, chercheurs et chercheurs, 22 ingénieurs d'études et ingénieurs de recherche et à peu près une centaine de doctorants. Bon, là je vais vous parler rapidement du thème compatibilité électromagnétique que j'anime actuellement. Donc le but du thème, c'est des développements pour une validation de l'approche elle-même. Au niveau, donc on répond sur trois domaines, on travaille sur trois domaines.
Et surtout qu'on puisse l'intégrer dans une simulation électromagnétique. Donc là, c'est l'exemple qu'on voit ici. Donc on a une carte, un convertisseur DC-DC, et là on a ici un modèle qui a été obtenu à partir d'un réseau de dipôles, de 15 dipôles à la fréquence de 5,7 MHz. L'avantage de ces approches-là, on peut les utiliser aussi dans la prédiction et préconception de boîtiers électromagnétiques pour le blindage électromagnétique. Et l'idée derrière, c'est de dire, à la place de modéliser la carte telle qu'elle est, je remplace la carte par un réseau de dipôles, ce qui me permet derrière d'avoir un dimensionnement du blindage et de calculer l'efficacité du blindage en prenant en considération les propriétés physiques du blindage, telles que l'ouverture, la forme, la fréquence aussi. Donc, ce qui nous permet derrière de prédimensionner la taille du blindage et la forme géométrique. Donc là, je présente un petit banc expérimental pour la mesure de l'efficacité du blindage magnétique. On voit ici à côté donc, la bobine d'émission et de l'autre côté, on voit la bobine réceptrice qui permet de mesurer le champ rayonné. Donc ces approches-là ont été appliquées dans le cadre d'une application réelle, d'un cas d'un convertisseur. Et là, on a les 4 côtés du convertisseur et à partir de là, on arrive à dimensionner, d'avoir un modèle d'émission rayonnée qui est là. Donc là, c'est la mesure, là, c'est le modèle. Et à partir de là, c'est de travailler sur le prédimensionnement d'un boîtier qui permet d'avoir une efficacité de blindage sur la bande de fréquence qu'on cherche à protéger le système. Ça, c'est la première partie. On travaille aussi, mon collègue qui vient il a parlé des matériaux composites. On s'intéresse aussi donc, aux matériaux composites et l'idée ici derrière, c'est de développer des techniques d'homogénéisation dans le but de déterminer les propriétés physiques et les propriétés physiques du matériau composite dans le but de l'utiliser dans une approche de blindage électromagnétique. Donc l'idée, à partir de géométrie, de calculer une conductivité équivalente qui permet derrière de remonter à l'efficacité de blindage. Les approches qu'on utilise ici pour la partie blindage, on a des approches de modélisation qui sont validées expérimentalement en utilisant un bon champ proche qui est disponible au laboratoire. Donc depuis quelques années, on travaille beaucoup sur les systèmes de transfert d'énergie sans contact. Je vais expliquer ça un peu plus tard. Et l'idée, là, c'est la prise en compte du champ rayonné par ces systèmes-là. Et il y a deux problèmes qui se posent. Il y a un problème de compatibilité électromagnétique, c'est que le rayonnement de ce système-là peut endommager l'électronique embarquée d'une part, et d'autre part, d'exposition au champ magnétique. Donc là, je représente par exemple des bobines qui sont utilisées dans le système de transfert d'énergie sans contact. Et là, on fait des mesures de champ proche pour étudier le rayonnement électromagnétique. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle des sondes normatifs qui permettent de déterminer des cartographies de champ au voisinage de ces systèmes de transfert d'énergie sans contact. On a aussi des approches de modélisation qui permettent de prendre en considération aussi le mouvement de véhicules, qui permet d'avoir des cartographies de champ à différents instants du passage du véhicule. Deuxième, c'est plus orienté vers le début, c'est la détection et localisation de défauts dans les systèmes ou les réseaux de transmission et distribution d'énergie. Et l'idée, c'est de développer des méthodes de modélisation dans le but de détecter les défauts. Ces défauts-là soient soit des défauts, on va dire, superficiels, ou des défauts, on va dire, à l'intérieur du câble. Donc les techniques de détection et de localisation des défauts utilisées, on utilise par exemple les méthodes de retournement temporel, qui est utilisée, méthode d'inversion à partir de modèles directs et de méthodes de modélisation. On essaie d'inverser ces modèles-là
pour retrouver, détecter d'une part le défaut et de retrouver la nature de ce défaut-là. Toujours dans l'axe 3, il y a d'autres collègues qui travaillent sur la sûreté de fonctionnement du système d'information. Et là, c'est plus sur la sécurité et la cyber-attaque. Et ils travaillent un petit peu sur le développement des méthodes statistiques pour la caractérisation du couplage dans des boîtiers métalliques. Et on a à l'intérieur des systèmes électroniques. Voilà. Donc rapidement, j'ai essayé de vous présenter cette partie-là de manière rapide. D'accord. Et là, je vais rapidement, oui, on a des moyens d'essai. Donc avant d'aller plus loin, je vais vous présenter aussi les moyens d'essai disponibles au laboratoire. Donc pour le thème CEM, donc on dispose d'un banc de mesures en champ proche qui permet de réaliser des cartographies de champs sur 3 axes, sur l'axe X, Y et Z. On a 2 chambres anéchoïques pour des mesures normatives. On a 2 chambres réverbérantes et on a aussi une base dosimétrique pour la mesure des basses sur le corps humain. On vient de développer dans le cadre d'une thèse d'un banc qui permet un banc d'essai sur le système de transfert d'énergie sans contact en mouvement. Et on a des bobines là, et à l'échelle réelle, ça veut dire on a l'alimentation qui est à l'échelle réelle. Et on a aussi des outils de simulation, on utilise soit des outils du commerce, tels que CST ou Comsol, ou on a nos propres codes de calcul quand il est développé au laboratoire. Et on a le dernier, on va dire, code qui a été développé, c'est le code sur les dipôles électriques, c'est-à-dire les modèles d'émissions rayonnées. Bon, après vous avoir présenté la première partie sur le laboratoire, donc maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet, donc les systèmes de transfert d'énergie sans contact par induction dans le domaine automobile. Donc rapidement, pourquoi on s'intéresse à ce type de technique? Donc il faut savoir que le transport représente 33% de la consommation d'énergie électrique et que le transport c'est le principal émetteur de CO2 avec 39% des émissions totales de gaz à effet de serre. Et 80% de ces émissions sont dues à la route et aux voitures du particulier. 15% dans le domaine ferroviaire et 2% dans la navigation intérieure. Donc il faut savoir que les émissions sont calculées en grammes par kilomètre et l'objectif c'est d'atteindre 95 grammes par kilomètre. D'où l'intérêt de dépasser, de ne plus utiliser les véhicules thermiques et de se monter vers les véhicules électriques. Il y a un autre aspect, c'est réduire vis-à-vis du carburant à augmentation prix, dire la solution du restant, il faut essayer d'étaler des solutions telles que l'électrique. Savoir, c'est que par rapport aux véhicules électriques, on a eu ces dernières années, donc on reprend par exemple en 2020, il y a eu 3 millions de nouvelles voitures électriques et hybrides rechargeables qui ont été immatriculées. Donc soit une augmentation de 40% par rapport à 2019. Et si je prends le cas au niveau en France, on a eu à peu près 45 000 immatriculations jusqu'au 30 juin 2020. Donc on constate que s'il y a eu une augmentation de 45 000 immatriculations, ça reste insuffisant. Il faut dire aussi que cette augmentation est liée principalement aux différentes subventions des pouvoirs publics et que l'accès aux véhicules électriques reste un peu, on va dire, le coût reste très très important et ça c'est lié principalement au coût de la batterie, d'une part, et d'autre part, c'est le frein majeur pour l'utilisation des véhicules électriques qui est lié à l'autonomie de la batterie. On est actuellement à peu près maximum à 400 km d'autonomie en fonctionnement, on va dire, normal, sans utiliser des parties de confort telles que l'éclairage, chauffage, climatisation. Donc, une des solutions pour augmenter l'autonomie des batteries, l'autonomie des véhicules, c'est d'augmenter la taille de la batterie. L'augmentation de la taille de la batterie, donc d'une part, ce sera de la connexion filaire pour la recharge de ces batteries-là. Les véhicules doivent être immobilisés au moment de la recharge. Le temps de la recharge, il est important. La taille de la batterie, elle est importante, c'est-à-dire que ça va augmenter le poids du véhicule. Le coût, ça va suivre par rapport à la taille de la batterie. Et surtout que le temps de recharge, il est très très important. Donc, une des solutions qui est proposée consiste à dire, à la place d'avoir la source d'énergie, c'est-à-dire d'avoir un ensemble de batteries qui est très très grand dans le véhicule,
Est-ce que ça peut être plus intéressant d'avoir une petite batterie et de charger au mouvement cette batterie-là? Donc si on prend l'exemple, si vous vous rappelez un petit peu du train, on avait le charbon à côté et on faisait chaque fois alimenter le train. Donc, et là actuellement, donc le train actuel, on a ce qu'on appelle le truc caténaire ici et on alimente le train. Donc l'idée de faire de la recharge au mouvement, ça peut être une solution, une alternative qui peut être exploitée. Donc l'intérêt de cette solution-là, d'une part, on va utiliser une petite batterie, on aura une énergie sans limite, la recharge se fait en continu et on n'a pas besoin de faire de station de recharge. Et on aura une faible empreinte de carbone. Donc on coche à toutes les cases qu'on avait citées auparavant. Donc, quelques pistes sur les systèmes de recherche de mouvement. On a ce qu'on appelle la recherche par rail conducteur. Donc là, on voit bien qu'on a des rails ici. Et on fait le rechargement à travers le rail qui est là. On a aussi les véhicules hybrides rechargeables. Mais l'inconvénient de ces véhicules-là, c'est-à-dire qu'on utilise toujours de l'énergie fossile. On a les véhicules à hydrogène qui sont actuellement en développement et le rendement n'est pas encore atteint. Et on a une nouvelle technique, c'est ce qu'on appelle le système inductif dynamique. Et le principe consiste à avoir des bobines sur le sol et d'avoir une bobine sur le véhicule. Et en se déplaçant, on a un transfert d'énergie avec le principe du transformateur. Donc cette technique-là ne date pas d'aujourd'hui, elle est utilisée dans différents domaines. On la retrouve dans le domaine médical pour tout ce qui est implant, pour l'alimentation de la batterie. Et dans le domaine automobile, ces dernières années, on s'est dit pourquoi ne pas utiliser cette technique pour essayer de charger le véhicule lorsqu'il est en mouvement. Le principe du transfert d'énergie sans contact, il est très simple. Donc on a d'une partie un émetteur avec l'électronique associée, on a une bobine, on a une seconde bobine au niveau du récepteur et on a ici la charge. Et l'idée de dire je vais transférer de l'énergie sans contact à travers les deux bobines, ça veut dire à travers ce qu'on appelle le coupleur magnétique. Et c'est le principe du transformateur. Ce qui diffère par rapport à un transformateur, c'est que dans un transformateur, on a un circuit magnétique fermé. Or là, on n'a pas de circuit magnétique fermé. La distance entre les deux bobines, elle est relativement importante. Et le fait de ne pas avoir un circuit fermé, donc là, ça va créer une forte perméabilité. Ça nécessite d'avoir une forte perméabilité, donc on n'a pas une forte perméabilité. Et ce qui est derrière, on va avoir un faible couplage en comparaison avec un transformateur. C'est-à-dire qu'on va avoir l'inductance fluide qui est généralement faible dans un transfo, elle devient importante, et on aura une faible inductance de magnétisation. Donc si j'essaie de résumer un petit peu comment ça se fait dans le domaine automobile, donc on a le réseau, on a la partie, on va dire, au sol, c'est la partie au sol, on a la partie électronique plus la bobine émettrice, et on a la partie sur le véhicule, on a une réceptrice, et on a l'électronique associée. Donc sur la partie au sol, donc on a le réseau, on a un redresseur pour être en continu, puis on a un onduleur qui alimente la bobine primaire à travers un condensateur. Et l'utilisation de condensateur, on appelle ça un condensateur de compensation pour qu'on puisse travailler à la résonance, pour qu'on puisse transférer le maximum de puissance. De l'autre côté, on a notre récepteur et on a un second condensateur qui est là, et il a le même rôle, c'est de travailler toujours à la résonance. On a un redresseur, puis on a notre convertisseur DC pour adapter l'énergie à la demande de la batterie. Donc ça, c'est le diagramme, on va dire, général d'un système de transfert d'énergie sans contact. Mais moi, je vais essayer de vous parler aujourd'hui sur cette partie-là, c'est le coupleur magnétique. Donc, quels sont les verrous pour ce type de système? Donc, le premier point, c'est la topologie du coupleur. Donc il faut choisir une topologie de coupleur qui permet de faire le maximum de transfert d'énergie, sachant ce que j'avais dit auparavant, c'est que la distance entre la bobine émettrice et réceptrice, elle est importante. Il faut prendre en considération cet aspect-là. Le deuxième aspect, c'est l'électronique associée. Il faut que l'électronique associée
et qu'on doit avoir le minimum de pertes, d'une part, et d'autre part, un très bon rendement énergétique. Troisièmement, le troisième point important, c'est la détection du séquencement de bobines. Donc on ne peut pas alimenter les bobines tout le temps au sol. Il faut qu'on arrive à détecter l'arrivée des véhicules et de déclencher la bobine émettrice et d'être capable de préparer la seconde bobine pour qu'elle soit prête au déclenchement dès l'arrivée du véhicule. Donc il faut deux choses, détecter et préparer le passage vers la seconde bobine. Un autre point important, c'est la fin de transmission, de dire que lorsqu'on n'a pas besoin d'énergie, d'être capable d'arrêter le système de transfert d'énergie. Un autre point qui est très important, il faut que le système soit générique, que ce soit un véhicule, un petit véhicule, un véhicule utilitaire, un bus, il faut que le système soit opérationnel. On ne sera pas obligé chaque fois de changer, de l'adapter en fonction du véhicule qu'on veut utiliser. Voilà. Il faut que ce soit conforme aux normes CEM du point de vue fonctionnel et du point de vue rayonnement électromagnétique. Et surtout, l'intégration dans le sol, ça veut dire d'étudier le fait de l'intégrer le sol, quelle est l'influence du sol sur les propriétés électromagnétiques du système, quel est l'impact de la température. Attendez si j'arrive à... Voilà, quel est l'impact de la température sur le système. Donc tout ça, et le bitume. Tout ça, c'est des verrous qu'on essaie actuellement de les étudier. Et moi, je vais vous parler aujourd'hui que sur deux termes, qui est la topologie des coupleurs et la conformité aux normes CEM, mais plus particulièrement au rayonnement électromagnétique. Il faut savoir aussi qu'il y a des normes qui ont été récemment publiées sur ce type de système de transfert d'énergie sans contact. Donc pour le moment, on a 4 niveaux de puissance, de 3,7 kW à 22 kW. Et la distance entre la bobine émettrice et réceptrice, on définit 3 classes, mais généralement ça varie entre 100 mm et 250 mm. Donc 100 mm, c'est la partie la plus faible pour la classe Z1, et pour la classe Z1, la plus 250 mm. Le rendement énergétique doit être au minimum à 85% dans le cas où les deux bobines sont l'une en face de l'autre. Et à 80% lorsqu'il y a un désalignement, ça veut dire qu'il y a un désaxement entre la bobine émettrice et la bobine réceptrice. Donc plus ou moins 75 mm dans la direction du déplacement du véhicule, dans le sens du mouvement, ou plus ou moins 100 mm dans la direction perpendiculaire au déplacement, ça veut dire sur les côtés. Les systèmes de transfert d'énergie actuellement, ils séquencent donc la fréquence de fonctionnement de 85 kHz. Et par rapport à la norme, c'est 80 kHz. Enfin, le dernier point qui est énoncé dans la norme, c'est l'exposition au champ magnétique. Et généralement, donc la valeur qui est tolérable, c'est 27 microtesla au grand public. Donc, les approches de modélisation. Quel est l'intérêt de la modélisation? L'intérêt de la modélisation, c'est de retrouver un modèle équivalent du coupleur électromagnétique qui est à la base, c'est un modèle équivalent d'un transformateur. Donc voilà, on a les équations du transfo, et l'idée c'est de dire, j'ai un coupleur, je veux l'utiliser pour un système de transfert d'énergie, et par la suite, pour que je puisse faire une étude complète, une étude électrique, donc il faut que j'intègre dans la partie électronique, qui regroupe toute la chaîne complète de la source à la charge, le modèle électrique du coupleur. Donc les approches qui sont utilisées, il y a plusieurs types d'approches. Il y a l'approche analytique, mais elle est utilisée seulement lorsqu'il s'agit de géométrie très simple. Il y a l'approche qui est basée sur la mesure, en utilisant un analyseur d'impédance. Puis les approches numériques, telles qu'en utilisant des outils de modélisation, tels que COMSOL, ou d'autres outils de OANSYS, d'autres outils de modélisation. Dans la littérature, il existe différentes topologies de coupleurs. Donc on retrouve par exemple, excusez-moi, il y a un record de temps là. Hussein, est-ce que tu peux couper le son? Hussein Oui, oui. Merci. Merci.
Donc on retrouve différentes topologies dans la littérature. On retrouve des bobines rectangulaires, des bobines en double D, des bobines circulaires, ce qu'on appelle aussi des bobines... Monsieur Zavok, s'il vous plaît, votre micro. Monsieur Zavok. Monsieur Zavok, s'il vous plaît. Allez-y, Ok, merci. Donc on retrouve des bobines circulaires, des bobines en double DQ avec ces deux bobines en double D avec une troisième bobine qui vient en superposant les autres bobines. On a ce qu'on appelle des bobines bipolaires avec des barres en ferrite au milieu. Et on a ce qu'on appelle des bobines où c'est avec un plan. On retrouve la bobine au milieu avec 10 ferrites sur le côté. Donc le critère de choix des coupleurs magnétiques dépend d'un rendement. Et ce rendement-là dépend de deux paramètres qui sont importants. C'est le coefficient de couplage. On essaie d'avoir un très bon coefficient de couplage. Et le facteur de qualité d'une bobine. Donc on essaie aussi d'avoir un très bon facteur de qualité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les bobines sont utilisées en utilisant du fil de Litz. C'est quoi le fil de Litz? Donc, lorsqu'on augmente, si on prend un conducteur normal, lorsqu'on monte en fréquence, il y a un effet de pot et l'effet de proximité qui vont apparaître, ce qui vont engendrer derrière des pertes, l'augmentation de la résistance et l'augmentation des pertes. Donc, l'effet de pot, c'est que le courant va circuler sur la périphérie du conducteur et on essaie de s'affranchir de ce phénomène-là, et c'est qu'en utilisant du fil de Litz. Le fil de Litz, c'est un ensemble de brins et que le diamètre du brin, il est inférieur à l'épaisseur de peau à la fréquence de travail. Ce qui permet d'avoir une répartition du courant uniforme sur le brin et un ensemble de brins, un certain nombre de brins, ça va constituer notre conducteur. Donc pour éviter le phénomène de proximité, qu'est-ce qu'on fait aussi? C'est que les brins sont torsadés à des distances identiques, avec un pas identique. Ce qui permet d'avoir un courant qui est réparti d'une manière équitable entre les brins. Là, on prend un exemple de deux conducteurs avec le même diamètre, sauf que là, le mauve, c'est un fil normal torsadé, et le noir, c'est un fil de Litz. Et on remarque que par rapport au fil de Litz, l'effet de pot, il apparaît un peu très loin par rapport à un fil normal. Donc là, c'est à la fréquence, on est à peu près à 200 kg qu'on commence un petit peu à avoir l'effet de pot. Or, pour un conducteur normal, l'effet de pot apparaît à partir à peu près 10 à 15 kHz. Donc, les premiers travaux ont porté sur une recherche bibliographique, et sur cette recherche bibliographique, on a retenu 4 topologies de coupleurs. Donc, on s'est basé sur pour le choix de ces topologies sur les d'une part, et d'autre part, des réalisations et faisabilité du point de vue mécanique et incorporation sur le véhicule. Donc on a retenu 4 topologies, la bobine rectangulaire, la bobine double D, la bobine circulaire et la bobine bipolaire. Et la première étude qu'on a fait, c'est de dire quelle est la topologie entre ces 4 bobines qui représentent un très bon coefficient de couplage lorsqu'on est en face de l'autre et lorsqu'il y a un déplacement de la bobine, ça veut dire qu'on suppose qu'il y a un déplacement du véhicule. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le meilleur coefficient de couplage, lorsque les deux bobines sont l'une en face de l'autre, lorsqu'il s'agit d'une bobine circulaire. Et lorsque la bobine elle est en déplacement, on constate que la bobine rectangulaire prend le dessus sur la bobine circulaire. Et là, ce qu'on a retenu ici, donc si on veut faire un transfert d'énergie par induction en statique, il est préférable d'utiliser des bobines circulaires. Par contre, si on veut faire du déplacement, il est conseillé, il est recommandé d'utiliser des bobines rectangulaires. Ça, c'est la première conclusion qu'on a obtenue, sachant que ces mesures, ces modélisations ont été réalisées dans le cas d'un air gap constant et une surface de bobinage constante par rapport aux dimensions extérieures de la bobine. Donc ça, c'est la première approche qui a été réalisée, de dire quelle est la topologie qu'on va choisir pour le transfert d'énergie sans contact dynamique.
La deuxième question qu'on s'est posée, quelle est l'influence des plaques de ferrite, ou l'épaisseur de la plaque de ferrite sur le coefficient de couplage? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a pris différentes épaisseurs de ferrite et on a commencé par chaque épaisseur de calculer les coefficients de couplage. Et on est parti à peu près de 2 ou 3 mm jusqu'à 20 mm. Et ce qu'on a constaté, qu'il y a peu d'influence sur le coefficient de couplage, ça veut dire qu'on gagne 7% pour 10 fois plus d'épaisseur. Donc là, la conclusion, c'est que l'épaisseur de la ferrite ne joue pas énormément. Par contre, il faut aussi éviter d'être en saturation, ça veut dire de choisir une épaisseur qui est très très faible. Ça, c'est la deuxième conclusion qu'on a eue. La troisième partie, on s'est dit, la ferrite, ça coûte cher, est-ce qu'il y a un moyen de diminuer la surface de la ferrite, d'occupation de la ferrite? Et l'idée de dire, je vais baisser chaque fois l'épaisseur ou la surface d'occupation et de voir quelle est l'influence sur le coefficient de couplage. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a une baisse du coefficient de couplage et surtout qu'il y a une zone qui est là, malgré la diminution de la surface d'occupation de la ferrite, le coefficient de couplage ne varie pas énormément. Et ça, c'est très intéressant pour le système, surtout dans la bobine qui est reliée au véhicule. Ça peut être une ouverture qu'on peut utiliser pour faire passer du câblage ou pour faire passer, déposer aussi des capteurs ou mettre de l'électronique au milieu. Donc, et le dernier point qu'on a essayé de voir, c'est de dire, à la place d'utiliser une plaque rectangulaire de ferrite, pourquoi ne pas utiliser des barreaux de ferrite, des barres de ferrite, et de voir quelle est l'influence sur le coefficient de couplage. Et là, on regarde bien, donc là, on a utilisé 13, 7, 5 et 3 barres, et la partie, et la forme, on va dire, d'origine, c'est une plaque rectangulaire. Et ce qu'on constate, c'est que lorsqu'on a une plaque rectangulaire, c'est que le coefficient de couplage, il est meilleur. Et chaque fois qu'on augmente, on diminue, par exemple, les barres de ferrite, le coefficient de couplage va baisser. Donc, il faut trouver un juste milieu entre le coût et un bon coefficient de couplage. Et le fait aussi d'utiliser des barreaux, ça peut permettre aussi d'aérer un petit peu le coupleur et d'avoir, par exemple, si on a de l'électronique, de mettre de la place pour cette électronique. Donc, à partir de ces remarques, on s'est dit, ok, maintenant on connaît quelle est l'influence du matériau magnétique, on connaît quelle est l'influence de la surface, on connaît quel est l'impact sur le coefficient de couplage. On s'est dit, on va partir d'un coupleur qui est là et on essaye d'optimiser afin d'avoir un très bon coefficient de couplage, d'éviter la saturation, d'avoir un faible volume de ferrite et surtout d'avoir une géométrie simple qu'on puisse la réaliser de point de vue mécanique. Et on est parti de là et on est arrivé avec une méthode d'optimisation à ce coupleur-là qui a été rejeté, ça fait 2 ans, et c'est sa nouvelle structure. On est passé de cette structure-là à cette structure-là avec une ouverture au milieu. Donc cette ouverture-là, d'accord, ça va nous permettre de faire passer du câblage, d'une part, et d'autre part, on a rajouté des bordures sur cette partie-là, là, si on voit bien, c'est plus sur la partie rayonnement électromagnétique pour éviter que le champ, minimiser le champ sur les proximités, sur les côtés latéraux du véhicule. Donc avec cette structure-là, on a eu une amélioration du coefficient de couplage de 20%, on a une réduction de risque de saturation et on a eu une ouverture qui pourra potentiellement permettra le passage de câbles. Donc à partir de là, on a essayé de pousser un peu plus loin pour faire des économies et à la place d'utiliser une plaque de ferrite, on est parti pour utiliser sur la nouvelle version-là des barreaux, des barres de ferrite qu'on les place sur le côté. Donc en faisant ça, on a augmenté un petit peu le nombre de spires tout en gardant pour obtenir le même coefficient de couplage. La deuxième exposé va porter sur le rayonnement électromagnétique. C'est-à-dire un problème de ce système, le rayonnement électromagnétique, c'est le champ magnétique rayonné, qui peut être endommageable pour la partie électronique embarquée ou pour le calculateur qui se trouve dans le véhicule,
et surtout aussi du point de vue exposition aux champs électromagnétiques pour les gens qui se trouvent, que ce soit dans le véhicule ou à proximité du véhicule. Généralement, on définit 4 zones qui sont définies, les 4 zones qui sont définies par la norme. On a la zone 1, c'est la zone de transfert d'énergie sans contact. On a la zone 2, c'est la zone de transition. On a la zone 3, c'est la zone accessible au public. Et on a la zone 4, c'est la zone, on va dire, à l'intérieur du véhicule. Et les zones les plus importantes, on doit être vigilant, c'est les zones 3 et 4, c'est-à-dire la proximité du véhicule et l'intérieur de la voiture. La norme, plutôt, nous avons une norme. Dans cette norme, on a un niveau de champ à ne pas dépasser pour l'exposition au public sur de 3 kHz jusqu'à une dizaine de mégas. Donc il ne faut pas dépasser, la norme à ne pas dépasser, c'est les 27 micro-Tesla qu'on voit ici en bleu. Donc dans toutes nos études, on s'est fixé cette limite-là, de dire on se fixe à ne pas dépasser 27 micro-Tesla, quelle que soit la position, quel que soit le point de mesure qu'on va choisir. Voilà, c'est ça notre critère au niveau du champ rayonné. Donc comment on fait? Les approches qui sont utilisées actuellement, il y a 2 approches. Ce qu'on appelle des approches à l'échelle réduite. On essaie de développer et de réaliser, de modéliser des bobines, des coupleurs à l'échelle réduite, 1/10 de la taille réelle. On suppose qu'on travaille en lumière et tout le travail se fait pour une approche de modélisation, ce qui nous permet de gagner en temps de simulation et d'avoir des modèles qui vont nous permettre derrière de choisir la meilleure topologie qui donne le moins de champs rayonnés. Donc pour cette partie-là, il y aura une doctorante qui va présenter ses travaux sur les différentes comparaisons entre différentes topologies de coupleurs, mais de point de vue champ magnétique. Donc là, je vous donne un exemple, voilà, les rayonnements des 4 coupleurs avec des tailles réduites. On travaille aussi à l'échelle réelle. On a un banc qui permet d'avoir des cartographies de champs. Voilà, à des points, on fait des mesures et on arrive à voir les cartographies de champs rayonnées par le système de transfert d'énergie sans contact. Mais on peut être plus précis aussi. On peut travailler avec des sondes magnétiques et on est là au plus proche vraiment du coupleur en utilisant le bon champ proche et en faisant des cartographies sur les 3 plans X, Y et Z. Donc ces méthodes de modélisation ou ces méthodes de mesure nous donnent une idée sur la cartographie du champ, mais ça nous permet aussi d'avoir, on va dire, les points chauds. Et les points chauds, ça veut dire à quel endroit le champ risque de dépasser la norme ou les valeurs qui sont limitées par la norme. Donc ce qu'on fait aussi, c'est de dire, ok, j'arrive à avoir une cartographie de champ, j'arrive à avoir le niveau de champ, et maintenant je veux réduire ce champ magnétique en utilisant du blindage électromagnétique, c'est-à-dire de rajouter, généralement ce qu'ils font, de rajouter une plaque métallique en aluminium sous le châssis du véhicule. Sauf que modéliser un problème à l'échelle réelle, c'est compliqué et ça prend beaucoup de temps, surtout si on est à l'échelle réelle. Et là, l'idée de dire, on a développé des modèles d'émission rayonnée qu'on les a appliqués sur de l'électronique embarquée. On s'est dit, pourquoi pas de l'appliquer la même approche à l'échelle système, ça veut dire à l'échelle véhicule. Et là, dans ce cas-là, le coupleur, il est remplacé par un réseau de dipôles équivalents, ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir une efficacité de blindage. Et la source de rayonnement, c'est un ensemble de dipôles magnétiques. Et on a fait donc plusieurs travaux réalisés dans ce sens-là, et de dire, voilà, là l'exemple, on a un blindage, la bobine elle est en bas, et on essaie d'étudier l'efficacité du blindage magnétique. Et ce modèle, cette mesure-là, on la compare avec un modèle, on a une plaque métallique d'aluminium avec un réseau de dipôles. Et là, je vous présente quelques résultats où on voit bien une bonne cohérence entre la partie modélisation et la partie mesure. Dans le cas d'une plaque métallique de 0,1 mm et une plaque métallique d'aluminium de 1,6 mm. Ok, donc on arrive à mesurer le champ, on arrive à prédimensionner le blindage, mais on a constaté quand même
un phénomène. Au départ, on n'avait pas pensé à ça, c'est que le fait de rajouter une plaque métallique, ça va créer des courants induits. Ces courants induits vont donner naissance à un champ magnétique qui va s'opposer à celui qui a donné naissance. Ça veut dire que ce champ magnétique va influencer le couplage et on a constaté une baisse du coefficient de couplage qui est considérable de 22%. C'est-à-dire que le fait d'avoir rajouté une plaque métallique, on a influencé, on a modifié le rendement de mon coupleur. Donc ça, au départ, on n'avait pas pensé à ça. Après coup, on s'est dit que c'est normal, mais à l'instant T qu'on a commencé à voir les choses, on n'avait pas réfléchi à ça. Et actuellement, donc, on travaille sur ça et de dire, il faut qu'on arrive à essayer de contourner ces courants de Foucault. Et l'idée à la base, c'est de dire, je vais rajouter une fente ici pour rendre difficile la circulation du courant de Foucault dans la plaque de blindage. Donc, ce qu'on a fait des tests donc, sur une bobine miniaturisée, on a fait une fente ici, et là, on a modélisé cette partie-là. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Donc, le coefficient de couplage, il était à peu près à 0,24. Le fait d'avoir rajouté du blindage, on a une baisse de 22% du coefficient de couplage. Et le fait d'avoir rajouté une fente ici, il y a eu une baisse seulement de 17% au lieu de 22%. Ça veut dire que là, on a eu une amélioration de 5%. Sauf que le fait d'avoir fait une ouverture, donc on a dégradé aussi les performances du blindage. Et là, donc l'idée, ce qu'on est en train de faire actuellement, de dire, de réfléchir et de faire une méthode d'optimisation, d'essayer de trouver un compromis entre le coefficient de couplage et le blindage électromagnétique. C'est-à-dire de dimensionner cette fente-là de telle façon ne pas perdre énormément au niveau de l'efficacité du blindage magnétique. Donc rapidement, par rapport aux travaux en cours, donc actuellement nous travaillons sur de nouvelles topologies de coupleurs et l'idée de dire est-ce qu'on est capable, sans rajouter du blindage, de travailler seulement sur la topologie du coupleur, de réduire le champ magnétique rayonné au moins sur le côté du véhicule. Et là actuellement, l'idée qu'on a actuellement de dire si je rajoute des boucles ici sur le côté, avec des courants qui vont s'opposer au courant qui est là, l'idée de dire je n'ai pas besoin de mettre du blindage, mais seulement avec la topologie du coupleur, de réduire le champ magnétique sur la proximité du véhicule. Donc l'idée c'est de garder un bon rendement énergétique, mais un faible rayonnement électromagnétique. Un autre point aussi, c'est de dire, lorsqu'il y a la norme dit, lorsqu'il y a un objet métallique sur la route, il faut qu'on arrête le système de transfert d'énergie sans contact. Donc on travaille maintenant sur la détection des objets sur la route et sur la méthodologie à suivre pour arrêter le système de transfert d'énergie. L'association de plusieurs bobines au sol pour proposer pour différentes choses, là on joue un petit peu de multiscale, parce que pour le moment, on démarre une bobine, quand on passe à la deuxième bobine, on arrête la bobine d'avant. Si on a un camion, le camion il a besoin de plus de puissance, c'est de dire, on arrive à détecter le type de véhicule, et à la place de déclencher une bobine, il faut déclencher 2 ou 3 bobines à la fois, ce qu'on appelle du multiscale. Donc ça aussi, et là ça va créer aussi d'autres problèmes, c'est qu'il va y avoir aussi des couplages qui vont apparaître entre les bobines qui se trouvent au sol. Un autre paramètre aussi, c'est l'intégration du système au sol. Donc, il va y avoir des aspects thermiques, vibratoires, l'effet des bitumes, tout ça, et le vieillissement du système. Tout ça, c'est des études qu'on doit mener pour essayer de voir et surtout d'avoir un retour d'expérience sur l'effet de l'intégration du système au sol. Et enfin, c'est l'évaluation-réduction des pertes. Ça veut dire travailler un petit peu sur la partie blindage, conducteur, les fils de Litz. Parce qu'on parle de fils de Litz, mais le fil de Litz, on arrive à réduire un petit peu la résistance, mais quand même, on a constaté que l'effet de proximité existe toujours. Bon, là, je vous remontre un petit peu le démonstrateur qu'on a actuellement. On a réalisé le premier démonstrateur qui a été réalisé par Ono et Supelec. Donc, c'est un véhicule
Twizy d'à peu près 3 kW. On a des bobines qui sont là au sol. Là, ce que vous voyez là sur le côté, c'est des onduleurs. Là, vous avez des câbles de communication. Et là, on a la partie alimentation pour alimenter les onduleurs. Rapidement, si j'arrive à le faire fonctionner, tac, je vais arrêter ça. S'il te plaît, Mohamed, il ne reste pas beaucoup de temps. C'est bon, j'ai fini, rapidement. Voilà, là, c'est le démonstrateur. Donc là, on a le véhicule, je vais le refaire rapidement. Donc là, on a des bobines qui sont au sol. Et au moment où le véhicule arrive, là, la bobine se déclenche. Et on a des ampoules derrière qui fait office de transfert d'énergie. Quand ça s'allume, il y a un transfert d'énergie sans contact dans le véhicule. Voilà, j'ai terminé. Et si vous avez des questions, je suis là pour répondre. Merci beaucoup, Mohamed Bessati, pour cette présentation qui est très passionnante. Bon, je n'ai pas osé t'arrêter parce que c'était vraiment passionnant. Donc, je te laisse terminer. Ok, merci beaucoup. Bon, malheureusement, il nous reste 5 minutes pour les questions. 5 minutes. Bon, je ne sais pas si le comité d'organisation peut tolérer encore 5 minutes, mais d'après le timing que j'ai à ma disposition, il reste 5 minutes. Donc, pour les questions, alors, je vais voir qu'est-ce qu'il y a comme question. Donc, je vais prendre 2 questions, rapidement. Donc, on va commencer par M. Bouzidi. Et ensuite, voilà. Merci de m'avoir donné la parole. Donc, je remercie d'abord le professeur Bessati pour la recherche de l'exposé et du travail effectué. Néanmoins, donc, j'ai quand même quelques questions à poser. D'abord, sur les inconvénients de ce système-là, par rapport aux investissements qui sont nécessaires. Et puis, je vais aussi citer, est-ce qu'il n'y a pas d'autres problèmes par rapport qui sont générés par ces bobines-là, en ce qui concerne par exemple le freinage des véhicules, parce que vous avez un système de bobines, donc il y a automatiquement une force qui va s'opposer au mouvement du véhicule. Est-ce que vous avez estimé ça? Ma deuxième question est par rapport aux bobines utilisées qui nécessitent donc une source d'alimentation. Est-ce que vous n'avez pas pensé à l'utilisation d'aimants permanents au niveau du bitume, tout simplement parce que les bobines consistent à générer un champ magnétique qui va générer automatiquement par induction du courant. Donc, est-ce que vous n'avez pas pensé à ça? Je vous remercie, je vous remets la parole. Ok. Ben, merci pour la question. Donc, la première question du point de vue investissement, c'est un débat qui revient souvent dans toutes les discussions. Ce que je veux savoir, c'est que si on prend par rapport au coût des batteries, parce que là, on va réduire énormément le coût de la batterie. Si on prend en considération que ces bobines-là sont intégrées au moment de la rénovation ou de la création de la route. Donc là, le prix de revient à long terme, ça va revenir moins cher que par rapport à l'utilisation des grosses batteries dans un véhicule. Là où on n'a pas de retour d'expérience à ce jour, effectivement, sur le vieillissement de ce type de bobine sur le sol, sur l'impact des bitumes, sur la thermique, tout ça, on n'a pas de retour. Pour le moment, on a des prototypes, puisque ça fonctionne, on l'utilise sans aucun problème dans des sites, on va dire, dans le cas, on va dire, parfait, en parenthèse. On n'est pas. Et ce qui est recherché, il faut savoir, l'idée derrière tout ça, c'est pas d'avoir des véhicules, 100% véhicules avec un système de transfert d'énergie par induction. L'idée, c'est de diversifier les différentes sources pour avoir des véhicules électriques. Et on peut imaginer d'avoir ce type de système pour les lignes de bus. On peut imaginer ça sur, par exemple, sur des autoroutes, des portions d'autoroutes et non pas la totalité. Sur de 60, par exemple, on fait des portions de 60 km, par exemple. Et ça peut être aussi dans des sites isolés. Voilà. Ça, c'est par rapport à la première question. Donc, dans la première question, il y avait 2 parties aussi. Je ne me rappelle pas. Non, j'ai parlé aussi des inconvénients qui peuvent être générés. Je parlais par exemple du freinage du véhicule.
Franchement, cela a été estimé. non, pas du tout. Et Voilà, parce que- on a essayé jusqu'à 90 km/h et on n'a pas été confronté à ce genre de problème à ce jour. D'accord? Par rapport à l'élément permanent, Il faut même en tenir compte. voilà, pour l'élément permanent, je vous dis, c'est que un des, on va dire, des paramètres importants, c'est le coût. D'accord? Et l'idée, c'est d'avoir, la dernière fois que je montrais, c'est de mettre le minimum barre de le cycle considérable. C'est bon, monsieur. C'est bon. Donc, on passe à monsieur Hou. Je suis désolé, j'ai un problème de caméra. Est-ce que vous On m'entendez? t'entend très bien aussi. Oui, on vous entend. Très bien. Je te remercie, Mohamed, pour cet exposé qui est très clair et très passionnant. J'ai une question sur le calcul du rendement. Ça rejoint un peu la question de Atman, parce que le rendement a l'air d'un rendement statique, et non pas un rendement dynamique qui tient compte du mouvement du véhicule. Justement, c'était la seule question que j'avais au départ. Donc, comment est-ce que le rendement est calculé? Le rendement il est calculé, on ne prend pas en considération le mouvement du véhicule, on prend en considération les pertes liées dans la partie, on va dire, coupleur, c'est la partie des fils, et la partie électronique de puissance. C'est-à-dire, oui, c'est un rendement statique et ça rejoint Exactement. aussi Voilà. ce qui est présenté dans la page 28 pour le système. Le Voilà. système à fréquence de résonance, la fréquence de résonance Exactement. va dépendre aussi de la vitesse du véhicule qui n'est pas Oui, mais sachant que Présent. sachant que par rapport à la commande, il y a de telle façon qu'on dit qu'on est à 85 kHz, mais non, mais on est autour de 86 kHz parce que le système adapte de telle façon d'être tout le temps à la résonance.